Comment développer votre mindset et celui de vos équipes si vous êtes aujourd'hui dans un rôle de leadership? C'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je m'appelle Laurent Zéquinon et j'accompagne les individus et les organisations qui souhaitent passer au niveau supérieur. Ici, j'ai envie de vous présenter cette citation de John Quincy Adams, sixième président des États-Unis. Il dit, si vos actions inspirent les autres à rêver plus, apprendre plus et devenir plus, vous êtes un leader. Quand on regarde aujourd'hui un petit peu les données, notamment celles présentées par le rapport Gallup 2022 sur l'état du monde du travail, on se rend compte en fait que la situation n'est pas très glorieuse, puisque seuls 21% des employés euh, mentionnent être engagés dans leur travail. Seuls 33% d'entre eux se sentent épanouis et jusqu'à 44% d'entre eux se sentent stressés. Et ce qu'on sait aussi, c'est que finalement, c'est l'état d'esprit, le mindset en anglais, qui a un rôle vraiment crucial dans ce processus, à la fois de leadership, mais aussi d'épanouissement. Et le sujet a été étudié intensivement par Carol Dweck, qui est une psychologue américaine. Ce qu'elle a remarqué, en fait, c'est que les employés d'une entreprise qui ont ce mindset de croissance, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus ouverts au développement, à l'apprentissage, à la remise en question, qui sont capables de s'adapter finalement beaucoup plus facilement, vont être 47% plus susceptibles de dire que leurs collègues sont dignes de confiance, 34% plus susceptibles de ressentir un fort sentiment d'appartenance et d'engagement envers l'entreprise, 65% plus susceptibles de dire que l'entreprise encourage la prise de risque et 49% plus susceptibles de dire que l'entreprise encourage l'innovation. Et tout ça, évidemment, ce sont, comme vous le savez, des caractéristiques qui sont extrêmement importantes pour le succès d'une équipe et d'une entreprise. Donc, vraiment, pour expliquer aussi les choses d'une autre façon. Si nous voulons de meilleurs résultats, des résultats différents ou plus de résultats, quelque part, nous devons adapter ce que nous faisons, nos actions. Et ça va grandement dépendre de notre mindset, de comment nous pensons. Alors, bien sûr, il y a aussi l'intervention de l'état interne, c'est comment nous nous sentons. Donc ça, c'est finalement la gestion des émotions et aussi la gestion de notre énergie via le style de vie. C'est ce que j'adresse particulièrement dans la branche biohacking de mon activité. Et puis, on va avoir aussi évidemment les compétences. C'est ce que nous savons faire. Et donc ça va évidemment influencer tout ça. Là, je pense notamment aux compétences techniques. Mais pour revenir au mindset, qui est vraiment le sujet ici de la discussion, on peut se poser la question alors, mais quelle est la différence, qui fait la différence entre une équipe ou une entreprise qui a du succès et une qui en a moins? Alors, ça a été finalement le sujet de travail de Robert Dilts et de son équipe, qui est d'ailleurs présenté dans les trois ouvrages qui sont mentionnés là, Entrepreneur de nouvelle génération, Collaboration générative et Leadership conscient, où vraiment il s'est intéressé à des entreprises qu'il appelle de nouvelle génération, donc comme Apple, Amazon, Starbucks, etc., des entreprises qui sont relativement récentes, mais qui ont eu une croissance fulgurante. Et il a été finalement modélisé justement un petit peu les recettes du succès et pour identifier, on dit, la différence qui fait la différence. On en revient donc au mindset et notamment, Robert Dilts a pu créer cette cartographie des mindsets en se rendant compte en fait qu'il y avait différents points qui étaient vraiment importants. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail, pour expliquer un petit peu plus clairement ce schéma qui peut paraître compliqué, la première chose, c'est que c'est déjà important d'avoir en tête 5 méta-objectifs pour plus de cohérence et d'efficacité. C'est de commencer toujours par la satisfaction personnelle, parce que finalement, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et voilà, votre satisfaction personnelle, elle doit être là dans ce que vous faites. Il y a aussi un point qui est d'avoir une contribution qui a du sens. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a pas mal de gens qui sont justement désengagés parce qu'ils pensent que leur travail n'a pas de sens, soit parce qu'ils ne l'ont pas compris, ou soit parce qu'effectivement, pour eux, ce sens n'est pas là, ou en tout cas pas suffisamment, ou peut-être pas dans la façon de faire les choses non plus.
On se rend compte que c'est important d'avoir aussi de l'agilité au sens large pour à la fois avoir plus d'innovation et de résilience. Pourquoi l'innovation? Parce que quelque part, pour avoir du succès, ben, plus vous allez pouvoir développer des produits ou des services qui amènent énormément de valeur à vos clients, plus vous avez de chances de les vendre et d'avoir ce succès. Et donc, être toujours dans cette idée de se dire, mais tiens, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut apporter plus de valeur autour de nous? C'est extrêmement important. Et puis, la résilience, là, on sait aussi qu'une histoire, déjà une histoire de vie, mais aussi une histoire entrepreneuriale, c'est des hauts et des bas. Et donc, bah, c'est important aussi quand les choses vont un peu moins bien, de finalement pouvoir rebondir assez rapidement et bah, pourquoi pas profiter de ce rebond pour justement encore faire grandir l'entreprise. Nous avons aussi la solidité financière. L'argent reste le nerf de la guerre. Et enfin, une croissance évolutive qui est à la fois valable à titre personnel et de nouveau au titre de l'entreprise. À titre personnel, parce qu'on sait clairement que le bonheur est clairement lié à notre sensation de progrès. Alors parfois, on va le chercher de manière superficielle dans la consommation. On achète quelque chose parce qu'on va se sentir mieux et on pense qu'on prend de la valeur. Bon, c'est souvent, je vais dire, court terme superficiel. Après, quand on sent qu'on a notre propre évolution qui est là et qu'on se sent progresser, ça amène, ça amène aussi cet épanouissement. C'est peut-être un des aspects qui manque aussi voilà, au niveau de l'entreprise. Et puis, au niveau purement business, on sait qu'une entreprise qui ne grandit pas est vouée à péricliter à plus ou moins moyen terme, ne serait-ce que parce qu'elle doit au minimum suivre l'inflation. Ensuite, on s'est rendu compte que ces états d'esprit, ce mindset, donc, qui est aussi un peu l'attitude qu'on peut avoir, en fait, pour avoir une entreprise qui a du succès, on peut les diviser en 20 mindsets différents que l'on peut rassembler en trois sous-catégories. Alors, la première, ça va être ce qu'on appelle le meta-mindset, qui va vraiment donner la vue d'ensemble de notre vie, de notre entreprise. Voilà, ça va être les fondations, c'est vraiment les points importants. Ensuite, au fur et à mesure où finalement de cette vue d'ensemble, on va aller de plus en plus dans le concret, on arrive au macro-mindset qui, lui, va être vraiment en lien avec les habitudes de vie et la discipline qu'on peut avoir sur les choses qui sont importantes, par exemple, gérer notre énergie et notre santé pour pouvoir être performant. Et puis, on a encore un niveau de granularité inférieur, si je puis dire, c'est le micro-mindset. Et ça va être en lien quelque part à la fois avec les priorités en cours, mais aussi les zones de compétences que l'on a et de voir comment on peut développer ces zones de compétences pour concrétiser justement la vue d'ensemble qu'on a pu avoir. Évidemment, je parlais de modélisation, donc ce qui est vraiment génial dans ce travail, c'est qu'il y a vraiment une approche au niveau de l'individu avec ce travail du mindset, mais aussi vraiment de l'organisation et de dire de nouveau que l'on remet l'humain au centre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et de votre entreprise si vous en êtes le leader. Et voilà, vous êtes au centre de l'ensemble. Maintenant, forcément, vous n'êtes pas seul. Un succès n'arrive pas seul et c'est de voir comment vous allez être capable d'interagir avec les différents intervenants importants. Donc, on va retrouver évidemment vos clients, le marché. On va retrouver les membres de l'équipe, les employés. Ça peut être au sens vraiment strict, et c'est probablement le cas si vous êtes dans un rôle de leadership, mais ça pourrait être au sens plus étendu. Voilà, par exemple, un comptable, quelque part, il fait aussi partie de l'équipe si vous êtes indépendant. On va aussi retrouver les partenaires et les alliances stratégiques, de voir comment vous pouvez travailler et concrétiser des synergies. Et puis enfin, on peut avoir les investisseurs et ce que Robert appelle les parties prenantes, qui vont être les personnes importantes dans votre vie, mais qui ne font pas directement partie de votre business. Donc, ça peut être votre conjoint, vos enfants, votre famille, vos amis, parce que voilà, ils font partie de l'écosystème global et vous avez aussi intérêt à ne pas les négliger. Euh, alors, la méthodologie du Mindset Map va vous permettre en fait de réaliser votre cartographie personnelle. Voilà, on voit ici un exemple sur la gauche où on voit les 20 mindsets que j'avais mentionnés. Et alors, on peut voir quand ils sont totalement colorés, ça veut dire qu'ils sont finalement suffisamment exprimés. Quand ils sont partiellement colorés ou pas du tout, ça veut dire que là, il y a vraiment une marge de progression.
Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que, bah, comme vous voyez, le travail est assez riche. L'idée aussi, c'est de pouvoir se focaliser, définir des priorités, peut-être à 3 ou à 6 mois. Et donc, pour ça, on va choisir un des 5 méta-objectifs. Ici, dans l'exemple donné, c'est la solidité financière, illustrée par ce coffre rempli de pièces d'or au centre. Et là, on se rend compte que sur les 20 mindsets, ben, il va y en avoir, ben, ici, en l'occurrence, 7 qui sont plus importants. Et donc, bah, ça permet de comparer, de voir aussi et de se dire, bah, tiens, quels sont ceux qui sont activés, pas activés. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y en a un qui est important là, mais qui n'est pas du tout activé chez cette personne pour l'instant. Et donc, ça va permettre de définir des pistes de développement. Ensuite, et donc, bah, voilà, si vous voulez réaliser cet inventaire, vous recevrez un rapport détaillé. Ça va vous permettre aussi de mettre en relation cette carte de mindset qui est ici au-dessus avec le modèle de l'entreprise qui est plus détaillé que ce qui est présenté ici de manière simplifiée, mais pour voir si vous avez vraiment cette cohérence entre vous-même à titre individuel et l'entreprise. Et c'est vraiment intéressant aussi, de nouveau, si vous avez une équipe, de s'assurer qu'il y a aussi une cohérence relative enfin une cohérence tout court entre les membres de l'équipe et l'entreprise au sens large, sachant que l'un peut faire évoluer l'autre, parce que parfois ça peut être intéressant de se dire, tiens, si les employés trouvent que ça manque un peu de sens dans l'entreprise, bah, c'est peut-être effectivement le cas et peut-être que c'est aussi ressenti par les clients. Et donc, écouter les membres de l'équipe, ça peut vraiment permettre d'aller à un niveau supérieur dans le développement de l'entreprise. Alors, c'est un processus éprouvé, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est vraiment de réaliser d'abord la cartographie des différents mindsets au niveau méta, macro et micro, et puis d'identifier aussi un objectif prioritaire. Et puis, suite à ça, ben là, on va pouvoir faire un travail qui va pouvoir nécessiter du coaching et de la formation. Coaching, pourquoi? Pour parfois faire émerger de nouvelles idées. On se rend compte que là, quand il y a un travail qui est effectué justement et qui va engager pas uniquement le mental, mais finalement le reste du corps, et de là, de nouveau, je fais le lien avec les approches de biohacking, on peut vraiment aller avoir plus d'innovation, plus de résilience. Enfin, voilà, c'est vraiment des outils qui sont éprouvés. D'ailleurs, dans la méthodologie, il y a une cinquantaine d'outils qui sont répertoriés, qui existent pour justement activer les différents mindsets qui ne le seraient pas suffisamment. Voilà, moi, je peux aussi intervenir dans le cadre d'une entreprise en interim management ou en time sharing management, hein, donc intervenir 1 ou 2 jours par semaine sur le long terme pour s'assurer que justement ces aspects mindset sont toujours là, parce qu'on se rend compte que pour avoir une transformation durable, bah, la meilleure recette, c'est d'avoir d'abord une immersion et puis bah, d'avoir évidemment la répétition pour qu'on ancre toutes ces choses, un peu comme vous voulez faire du sport. Ben voilà, l'entraînement, c'est nécessaire. Si vous arrêtez de vous entraîner, vous allez perdre les bénéfices. Et puis, ben, voilà, en termes de résultats, ben, forcément, vous allez gagner en vitalité, agilité, productivité, ben, à la fois à titre personnel et au niveau de votre entreprise. Alors, je mentionnais, ici, on est dans le cadre de l'équipe, donc c'est aussi intéressant à un moment donné de collecter les résultats individuels et puis de voir ce que ça peut donner au niveau collectif. Et donc, ici, par exemple, si on a un exemple des résultats du méta-mindset d'une équipe. Donc là, on a vraiment les points, les fondations, hein, comme je disais. Donc, on va parler de passion, de vision, qui est ici subdivisée à la fois en direction et en destination. On a aussi la mission, l'ambition, rôle, euh, avec voilà, des aspects qui à la fois se connectent à l'individu et à la fois qui vont se connecter au monde de l'entreprise. Et là, clairement, ben voilà, ça permet d'identifier des points d'amélioration. On peut se rendre compte, par exemple, ici, que la direction est en moyenne à 60%. Donc là, ben, clairement, il y a quelque chose à faire, soit pour clarifier cette direction réellement, ou peut-être pour mieux la communiquer ou mieux la partager au niveau de l'équipe. Et puis, par exemple, ben voilà, au niveau du rôle, ici, on est un peu plus de 60%. Ben, clairement, tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il doit faire ou quelles sont peut-être les limites de son rôle par rapport à ses voisins, etc. Donc, voilà, ça permet déjà d'avoir des données pour avancer. Alors, clairement, il y a aussi d'autres données qui permettent d'avoir une analyse scientifique détaillée, hein. Pour moi, l'aspect analytique scientifique, c'est une partie très importante. Il n'y a pas que ça, mais vraiment, ça l'est. Et donc, ben, voilà, ici, on a cet exemple de direction et qu'on regarde maintenant les perceptions individuelles de chacun des membres de l'équipe,
on peut se rendre compte ici, par exemple, que deux des membres ont une perception très claire de la vision et les autres pas du tout. Euh, Là, ça va être intéressant d'aller encore un cran plus loin, par exemple, de se dire, bah, tiens, est-ce que les deux personnes qui ont cette vision, cette direction très claire, est-ce que c'est la même ou pas? Parce que si elles ont chacun une perception claire, mais de deux directions différentes, c'est ça peut-être qui peut aussi expliquer que les autres membres de l'équipe sont un peu perdus parce que finalement, ils ne savent plus à quel sein se vouer, si je peux dire. Ok. Oui, quand on parle de micro-mindset, je l'ai dit aussi, on parle de zone de compétence. Et donc là, pour différentes activités, on va aller identifier, voir si vous appréciez faire l'action, si vous êtes bon dans ce type d'action et si vous y consacrez du temps. Si les trois, si vous répondez oui aux trois, ben globalement, c'est que a priori cette attitude-là, elle est bien activée. Par contre, si vous répondez à un, à deux ou à aucun, ben là, clairement, ça donne aussi des perspectives de développement. Et quand on regarde encore cela au niveau de l'équipe, ben on peut finalement voir si on a, si avec toute l'équipe, on couvre les différents aspects. Dans l'exemple qui est présenté là, on se rend compte, par exemple, qu'il y a un mindset, le Venture Builder, qui est celui en lien avec la création de l'infrastructure complète de l'entreprise. Là, on voit que quelque part, ce mindset-là est inexprimé chez aucun des membres de l'équipe à ce stade. Et donc là, clairement, c'est une vraie opportunité de développement ou d'engagement de nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe. Alors, je parlais de leadership, évidemment. Le rôle du leader, il est capital. On sait dans les modélisations qui ont aussi été réalisées, notamment par Jim Collins, quand il a comparé aussi les entreprises qui étaient considérées comme excellentes par rapport à celles qui l'étaient un peu moins, que c'était finalement le leader qui avait le rôle important. Et donc, il y a des compétences de base qui sont là, qui sont bien identifiées, et c'est important de les avoir. C'est de savoir ben, exprimer une vision qui est à la fois claire, mais aussi inspirante pour les autres membres de l'équipe. On va avoir aussi une capacité à influencer les autres finalement pour atteindre les résultats et pour atteindre la destination qui est fixée. Ça va être important aussi d'encourager la coopération. Et donc là, on est sur des aspects un peu plus humains où voilà, c'est important que chaque membre de l'équipe ait l'envie de faire les choses, qu'il se sente aussi soutenu quand il a des problèmes et que voilà, qu'il ait aussi à la fois le plaisir et l'énergie d'avancer. Et puis aussi, on l'oublie peut-être parfois, c'est peut-être aussi un des points qui fait régulièrement défaut, c'est être soi-même un exemple. Parce que voilà, être dans le faites ce que je dis parce que je fais, ça ne marche pas, ça ne marche plus aujourd'hui, à moins d'avoir voilà, d'être dans un management où vous voulez inspiré par la terreur ou par les menaces, etc. Mais voilà, si vous êtes dans un mode, si vous voulez fonctionner en termes de leadership conscient, vraiment être un exemple, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on sait aussi que aujourd'hui, ce qui se développe, en tout cas dans les entreprises qui ont du succès, c'est cette notion de méta-leadership, cette capacité à créer d'autres leaders. Et on fait vraiment cette différence entre la culture de leadership qui va être vraiment plus durable et robuste, qui va vraiment consister à pouvoir transmettre les valeurs, les croyances, les comportements, les connaissances aux générations suivantes de l'entreprise pour vraiment avoir une persistance dans le temps, versus le culte du leader où l'organisation n'existe que grâce à la personnalité du leader. Et là, c'est clairement démontré que ce type d'organisation va être beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus éphémère. Et c'est aussi ce qui entraîne souvent des perceptions d'inégalité entre les membres, ce qui n'est jamais bon pour la cohésion et pour la productivité. Alors, les champs d'application, évidemment, sont nombreux du mindset map et de ce travail au niveau du mindset et de l'attitude. Ça va être en lien avec tout ce qui est mission, raison d'être, valeur de l'entreprise. Hein, quand on va travailler au niveau méta, c'est vraiment ça qui peut bouger, qui peut se clarifier, qui peut donc impacter le reste, parce que ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est que tous ces mindsets sont évidemment interconnectés. Et donc, quand on va en faire bouger un, d'office, il va avoir des impacts sur les autres. Et donc voilà, on peut assez rapidement avoir de super impacts au niveau de son projet entrepreneurial ou de son équipe. On a tout ce qui est lancement de projet, parce que justement, ça, on part de la vue vraiment globale, on s'assure qu'on n'oublie rien, et puis on va aller vraiment dans le concret, la concrétisation de ce projet. On va avoir le travail sur la marque employeur,
Ça peut intervenir aussi dans la gestion de difficultés. Je mentionnais tout à l'heure que dans une équipe, par exemple, si la direction n'est pas claire, ben forcément, ça va pouvoir créer des conflits. Donc voilà, simplement le fait de clarifier certaines choses, ça peut peut-être juste apaiser des conflits. Voilà, il y a tout ce qui est accompagnement du changement, parce que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est ce qu'on appelle le VICA. Et donc, savoir s'adapter rapidement, c'est important. Voilà, ça intervient dans tout ce qui est motivation, fidélisation des collaborateurs. On se rend compte aussi que, voilà, aujourd'hui, dans certains secteurs, quand les gens ne se plaisent pas, ils ont des opportunités d'emploi assez fréquentes, donc ils quittent l'entreprise. Et là, clairement, on a un impact parce qu'il faut réengager quelqu'un d'autre, ça a un certain coût, il faut le reformer, etc. Enfin bon, voilà, donc pouvoir fidéliser les collaborateurs de valeur, c'est important. Il y a tout ce qui est coaching et développement aussi, puisque ben voilà, on a tous un potentiel de développement qui est d'ailleurs souvent peu exploité. Donc là, il y a vraiment une marge de progression énorme aussi. Voilà, il y a tout ce qui va être aussi ben, alignement, performance des équipes, motivation individuelle, et puis alors aussi créativité et innovation. Donc, globalement, ce qui est génial avec cet outil, c'est que ça prend vraiment en compte tous les aspects de l'entreprise et les interconnexions. Et donc, voilà, travailler à différents aspects, ça va d'office faire bouger les autres. Si vous voulez ben, investir dès maintenant dans votre développement personnel et celui de vos équipes, contactez-moi par email ou via mon site web et je serai très heureux de pouvoir vous accompagner dans votre développement.